Ce que tu nies te soumet. Ce que tu acceptes te transforme. Carl Jung. As-tu déjà eu cette impression étrange de jouer un rôle, de sourire quand tu voudrais pleurer, de faire semblant d'aller bien alors que, à l'intérieur, quelque chose hurle au secours? Bienvenue dans l'arène de l'ego, ce masque invisible que l'on porte chaque jour, non pas pour tromper les autres, mais pour survivre. Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage fascinant, à la croisée de la psychologie de Jung, de la sagesse hindouiste et de nos réalités sociales. Un voyage pour apprivoiser ce masque, sans le renier. Le masque de l'ego, entre costume et coquille. L'ego, ce mot, on l'entend partout. Mais qu'est-ce que c'est réellement? Jung l'appelait la persona. C'est cette façade que nous présentons au monde, ce rôle social que nous endossons. L'amie forte, le parent parfait, la femme accomplie, l'homme rationnel. Le masque de l'ego, un mécanisme de défense. Le masque de l'ego est une construction psychologique que nous adoptons pour nous protéger des blessures émotionnelles et des souffrances vécues. Lise Bourbeau, dans ses travaux sur les 5 blessures de l'âme, rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice, explique que ces masques sont des personnalités secondaires que nous avons créées dès l'enfance pour survivre à la douleur. Ces masques dissimulent nos vulnérabilités, tout en influençant nos comportements et nos relations avec les autres. Entre costume et coquille, symbolisme et fonction. Le costume, il représente le rôle social que nous jouons dans le monde extérieur. Inspiré par la notion de persona, du latin personare, parler à travers, ce masque est souvent nécessaire pour s'adapter aux attentes sociales. Il peut refléter une identité choisie ou imposée, permettant de se fondre dans un moule ou d'incarner un personnage valorisé par la société. La coquille, elle symbolise la protection, mais aussi le piège. Lorsque nous nous identifions trop à notre masque, celui-ci peut devenir une coquille vide, nous éloignant de notre véritable nature. Cela peut engendrer une crise identitaire si le rôle que nous avons construit s'effondre, par exemple, après une perte professionnelle ou personnelle. Les dangers du masque. Porter un masque peut être confortable à court terme, mais il comporte des risques. Perte d'authenticité. En jouant un rôle pour plaire ou éviter le rejet, on peut s'éloigner de soi-même et se sentir déconnecté. Renforcement des blessures. L'ego utilise le masque pour protéger les blessures, mais cela empêche leur guérison. Par exemple, critiquer ou juger autrui est souvent le signe d'un masque activé pour éviter de confronter ses propres failles. Crise identitaire. Ceux qui se perdent dans leurs rôles sociaux peuvent ressentir un vide intérieur lorsque leur masque tombe. Les réseaux sociaux exacerbent ce phénomène en encourageant des identités factices. Reconnaître et dépasser le masque. Pour évoluer vers une vie plus authentique, identifier les masques associés à nos souffrances permet de mieux comprendre nos mécanismes de défense. Accepter son ego sans s'y soumettre. L'ego n'est pas un ennemi. Il est une partie de nous qui cherche à protéger. Cependant, il est important de reconnaître que cette protection devient limitante à l'âge adulte. Cultiver l'individuation. L'individuation consiste à intégrer les aspects cachés de soi, l'ombre, tout en reconnaissant que le masque social est utile, mais ne doit pas définir entièrement notre identité. Revenir à soi, des pratiques comme la méditation, l'introspection ou le coaching peuvent aider à se reconnecter avec sa véritable essence et dépasser les attentes extérieures. En somme, le masque de l'ego est à la fois une armure protectrice et un obstacle à l'épanouissement personnel. Le défi réside dans la capacité à reconnaître ces masques tout en s'efforçant de vivre en accord avec son être profond. On pourrait croire que c'est de la tricherie, mais non. Ce masque, on le crée pour s'adapter, pour être aimé, pour appartenir. C'est un mécanisme de survie. Il nous protège jusqu'à ce qu'il nous enferme. Imagine une armure forgée pour te défendre dans l'enfance, mais que tu continues de porter même une fois en sécurité. Elle finit par peser, elle t'empêche de respirer. Hindouisme et illusion de l'identité. Dans la tradition hindouiste, on parle de Maya, l'illusion. Tout ce que nous croyons être, notre nom, notre statut, notre histoire, serait une illusion passagère, un jeu cosmique. L'illusion de l'identité dans l'hindouisme. Maya est la fausse identification
qui est décrite comme le pouvoir qui voile la véritable nature de la réalité, Brahman, et crée l'illusion d'un monde phénoménal distinct. Sous son influence, l'âme, Atman, s'identifie à tort au corps, à l'esprit et aux possessions matérielles, croyant être un « je » séparé, Jivatman, alors qu'elle est en réalité une manifestation du Brahman, l'absolu non-duel. Superposition et ignorance. Cette fausse identification repose sur un processus appelé adhyasa, superposition, où des attributs illusoires sont projetés sur le réel. Par exemple, on compare souvent cela à confondre une corde avec un serpent dans une lumière tamisée. Tant que l'ignorance persiste, l'erreur semble réelle. Deux niveaux de réalité. La réalité empirique ou transactionnelle, où le monde matériel semble réel. La réalité ultime, où seul Brahman existe et où le monde est reconnu comme illusoire. Les conséquences de l'illusion d'identité. Attachement et souffrance. L'identification au corps et aux possessions mène à des désirs, des attachements et des émotions négatives comme la peur ou la colère. Cela alimente le cycle du samsara, renaissance, et empêche la libération spirituelle. Perte de la véritable nature. En croyant être un individu séparé, on oublie son essence divine en tant qu'Atman, identique au Brahman. Cette ignorance est considérée comme la racine de toutes les souffrances. En résumé, dans l'hindouisme, l'illusion de l'identité est une erreur fondamentale qui maintient les individus dans le cycle du samsara. La libération passe par une prise de conscience de cette illusion et une reconnexion avec sa véritable nature divine en tant qu'Atman. Selon cette vision, l'ego est comme un personnage dans un rêve. Il pense qu'il est le roi, alors qu'il est seulement un acteur sur une scène. Et si on arrêtait de s'identifier à notre rôle, si on osait aller voir qui observe derrière les pensées, derrière les émotions, tu n'es pas ce que tu crois être. Tu es ce qui observe. Le piège du rôle social. Notre société valorise la performance, l'image, le paraître. Dès l'enfance, on nous conditionne à faire plutôt qu'à être. Tu réussis? Bravo. Tu échoues? Cache-toi. Alors on joue. On devient l'élève modèle, le salarié compétent, la mère irréprochable. Mais au fond, qui es-tu quand personne ne te regarde? Le rôle social, une construction identitaire. Un rôle social est une fonction ou une position que nous occupons dans un contexte donné. Travail, famille, communauté. Il est souvent accompagné d'attentes explicites ou implicites sur la manière dont nous devons nous comporter. Ces rôles sont essentiels pour structurer les interactions sociales et donner un sens à nos actions. Cependant, ils peuvent devenir limitants. Lorsqu'ils définissent trop fortement l'identité personnelle, les individus peuvent s'identifier uniquement à leur rôle, parents, professionnels, au point de perdre de vue qui ils sont en dehors de ce cadre. Ils génèrent une dépendance émotionnelle. Les satisfactions liées au rôle, reconnaissance, valorisation, peuvent créer une addiction psychologique, rendant difficile la transition vers d'autres rôles ou l'abandon de celui-ci. Les pièges du rôle social. Perte d'authenticité. En cherchant à répondre aux attentes associées à un rôle, on peut se conformer à des comportements qui ne reflètent pas nos valeurs ou notre véritable personnalité. Dépendance aux bénéfices sociaux. Les rôles procurent souvent des avantages, statut, estime de soi, mais leur perte peut entraîner un sentiment de vide ou de dévalorisation. Pression sociale et stigmatisation. Les rôles sociaux sont souvent renforcés par les normes collectives et les stéréotypes. Par exemple, le rôle traditionnel masculin peut empêcher certains hommes d'exprimer leurs émotions, ce qui peut conduire à des problèmes psychologiques. Cercle vicieux des attentes. Une fois étiqueté dans un rôle, le travailleur acharné, l'individu peut se sentir obligé de maintenir ce comportement pour répondre aux attentes sociales, même si cela nuit à son bien-être. Le rôle social comme un piège collectif. Les rôles sociaux ne concernent pas uniquement l'individu. Ils s'inscrivent dans des dynamiques collectives qui peuvent renforcer ces pièges. Les groupes tendent à encourager la conformité aux rôles établis pour maintenir l'ordre et la cohésion. Dans certains contextes, travail d'équipe, responsabilité familiale, les individus peuvent sacrifier leurs besoins personnels pour remplir leur rôle, ce qui peut nuire à leur santé mentale ou physique. Comment échapper au piège du rôle social? Prendre conscience des attentes externes. Identifier les pressions sociales ou culturelles qui influencent notre comportement. Se rappeler que nous sommes plus que notre rôle et explorer d'autres facettes de notre personnalité. Établir des limites.
Cultiver la flexibilité. Accepter que les rôles évoluent avec le temps et qu'il est possible d'en changer sans perdre sa valeur personnelle. En résumé, le piège du rôle social réside dans l'identification excessive à une fonction ou un statut, au détriment de l'authenticité et du bien-être personnel. En prenant conscience de ces dynamiques et en cultivant une identité plus large et flexible, il est possible de s'émanciper de ces contraintes tout en continuant à jouer un rôle actif dans la société. Le rôle social est une scène, mais l'âme a besoin d'un refuge. Carl Jung, intégrer plutôt que rejeter. Jung nous invite à ne pas rejeter notre ego, à ne pas le diaboliser, car l'ombre que l'on refoule finit toujours par revenir. Apprivoiser le masque, c'est le regarder avec compassion. C'est dire à notre ego « Merci de m'avoir protégé, mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin de toi de la même manière. » Pourquoi intégrer l'ego plutôt que le rejeter? Jung soulignait que tout ce qui est rejeté ou nié par l'ego est refoulé dans l'inconscient, où il devient une partie de l'ombre. Cette ombre contient des aspects réprimés ou indésirables de nous-mêmes, et son rejet peut entraîner des conflits intérieurs et des comportements destructeurs. L'équilibre entre ego et inconscient. L'intégration consiste à reconnaître que l'ego ne peut pas tout contrôler. En acceptant les aspects inconscients, comme l'ombre, on évite les divisions internes et on progresse vers une personnalité plus harmonieuse. Plutôt que d'être un tyran ou un obstacle, l'ego doit être mis au service du soi, qui représente la totalité et l'équilibre intérieur. Cela permet à l'individu d'agir avec authenticité tout en restant connecté à sa véritable essence. En comprenant ces déclencheurs émotionnels, souvent liés à des blessures refoulées, on développe une meilleure maîtrise de soi. Harmonie intérieure. La collaboration entre ego et inconscient réduit les conflits internes, créant un sentiment d'équilibre et de paix intérieure. Pour Jung, rejeter l'ego serait contre-productif, car cela reviendrait à nier une partie fondamentale de notre être. L'objectif n'est pas d'éliminer ou de transcender l'ego, mais plutôt de le développer et de l'intégrer, dans une relation équilibrée avec le reste de la psyché. Ce processus d'individuation permet à chaque individu d'accéder à une vie plus riche, authentique et alignée avec son potentiel véritable. C'est un chemin de réconciliation. Il ne s'agit pas de tuer l'ego, mais de l'intégrer, comme un allié conscient, de transformer le rôle subi en rôle choisi. Voici 3 clés concrètes, pour toi, pour moi, pour nous tous. Observer sans juger. Chaque fois que tu réagis violemment, demande-toi, qui parle? L'enfant blessé? L'adulte protecteur? Ton masque ou ta voix intérieure? Revenir au silence intérieur. Méditation, respiration, contemplation. Le silence est un miroir. Il montre ce qui reste quand tout s'effondre. Et souvent, ce qui reste, c'est toi. Exprimer ta vérité, même si elle tremble, même si elle dérange. Dire « je ne vais pas bien » peut être un acte de courage spirituel. Tu n'es pas ton masque, tu n'es pas tes blessures, tu n'es pas ton passé, tu es cette conscience vivante, fluide, silencieuse, qui peut choisir de porter un masque sans s'y perdre. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Carl Jung. Alors, et si aujourd'hui, tu faisais le choix de te réveiller, non pas pour rejeter ton masque, mais pour le porter en conscience, en liberté, en vérité. À très vite dans un prochain épisode, et n'oublie pas, ton âme mérite d'être entendue. Pour finir, je sais que je ne sais rien. Parlons-en pour en savoir plus. À la prochaine sur HDMH Talk.